Bonjour Yvan, Hélène. Bonjour. Comment vous vous sentez maintenant? On se sent très bien, on est très content d'être là, Oui, c'est très chouette. Magnifique. très content de te rencontrer. Merci. Alors, qu'est-ce que signifie pour vous le prix que vous venez d'obtenir? Alors pour nous, je pense, enfin je ne sais pas, Hélène, tu me contrediras peut-être, mais c'est pas tellement pour nous que c'est important ce prix, parce que donc c'est un prix pour un documentaire pour des ados. On sait que parfois dans nos sociétés, les médias principaux ne donnent pas suffisamment de place à la parole des ados et font assez rarement en fait des documentaires pour eux, qui sont vraiment adressés euh, pour repartir de la base. Et donc, nous, la fierté qu'on a, c'est plutôt se dire, tiens, ça donne de la lumière au documentaire, et c'est important. Après, c'est une thématique qui nous tient à cœur, et donc enfin voilà, c'est une fierté personnelle d'avoir pu réaliser ça et de se rendre compte que ça fonctionne. Et voilà. Mais c'est aussi en fait une fierté pour toute l'équipe des news, parce que les news, ben, notre public, ce sont les enfants, et donc c'est un public enfin, minime comparé au public des adultes. Et donc voilà, en fait, ça veut dire qu'on a reconnu notre travail qu'on fait au quotidien, qui est d'informer les enfants, et donc que les parlementaires et des journalistes aient sélectionné notre documentaire, c'est vraiment une reconnaissance et une visibilité pour les news, pour toute l'équipe en fait. Donc c'est ça aussi qui est important pour nous. Après, on sait aussi que quand on s'est replongé dans les archives de l'époque, on a vu le traitement que les médias de l'époque faisaient de ces événements. Et c'était un traitement qui, moi je me rappelle, hein, j'avais une vingtaine d'années à cette époque-là, c'était très étrange. On avait l'impression que c'était traité comme un conflit ethnique qui était au loin, qui ne nous regardait pas, sur lequel on n'avait aucune responsabilité. Et pour nous, il y avait enfin pour moi en tous les cas, il y avait une espèce de reprise en main, de se dire tiens, non, nous avons une responsabilité là-dedans et il faut la montrer, il faut la regarder droit dans les yeux. Ça s'est passé il y a 30 ans, on va changer les choses, on peut changer les choses. Pouvez-vous nous parler des news, le programme TV pour les enfants de la RTBF? Ouais, du coup, les news, donc c'est le journal des enfants de la RTBF, il s'est diffusé donc tous les jours du lundi au vendredi vers 18h20, 18h30. Et donc, dans cette émission, on aborde différents sujets d'actualité de manière à ce que les enfants de 8 à 12 ans, et puis sur nos réseaux sociaux, les jeunes ados, puissent comprendre en fait le monde qui nous entoure. Et donc, on essaye voilà, chaque jour de trouver une actualité phare qui les concerne d'une manière ou d'une autre, ou qui peut les éclairer voilà, sur un élément qui les concerne ou qui les entoure. Faire comprendre et donner la parole aussi, parce que la parole, elle est sur les réseaux sociaux, il y a énormément de parole qui est portée, mais on pense aussi que sur un média de service public comme la RTBF, c'est important d'avoir une représentation des jeunes. Ils ont des choses à dire et nous, on leur donne la parole. Et donc en fait, les news cette année en mars vont fêter leurs 25 ans. Et si les news existent, c'est parce qu'il s'est passé un événement horrible en Belgique. C'est l'affaire Dutroux en fait. En 99, Marc Dutroux a fait, c'est un homme qui a un pédophile en fait, qui a abusé de jeunes filles, Julie et Mélissa. Et quand cette histoire a éclaté, les enfants entendaient parler de Julie et Mélissa, de Marc Dutroux, et les parents et les professeurs se trouvaient démunis face à cette horrible histoire. Ils ne savaient pas comment expliquer cette horreur, cette actualité. Et donc, du coup, le service public, qui est la RTBF, à partir de ce moment-là, s'est dit on a un rôle à jouer, on doit expliquer l'actualité aux enfants pour qu'ils puissent comprendre et voilà, pour qu'ils puissent comprendre et que les adultes puissent aussi se servir de ce qu'on fait pour expliquer aux jeunes, quoi. Qu'évoque le titre La force des racines pour votre documentaire? Quels sont les choix derrière ce titre?
La force des racines, c'est vrai que maintenant, ça nous semble totalement évident. On a cherché, mais là, voilà, le titre, à un moment, il est arrivé. Et en fait, les racines, c'est fort, c'est dur. Ça permet de traverser, en fait, tous les sols. Et donc là, en fait, c'est un peu une métaphore dans le sens où les rescapés du génocide des Tutsis, ils ont vécu des choses horribles, ils ont dû traverser cette épreuve. Et en fait, voilà, maintenant ils sont là et ils font pousser des jeunes pousses. Et donc, ils ont continué à grandir et à avancer malgré les horreurs qui les poursuivent, en fait. Et donc, telle une racine, ils vont chercher la lumière et ils s'élèvent. On s'adresse à des adolescents et parmi les protagonistes de notre documentaire, il y avait l'école Umucho, des jeunes belges avec des origines rwandaises. L'origine, la racine, évidemment, le lien est fait tout de suite. Et il y avait aussi ce voyage vers leurs racines et retrouver quelque chose dans la terre du Rwanda. Je trouve que ça, c'était vraiment évidemment important. Et avec des origines rwandaises, l'origine, la racine, évidemment, le lien est fait tout de suite. Et il y avait aussi ce voyage vers leurs racines et retrouver quelque chose dans la terre du Rwanda. Je trouve que ça, c'était vraiment évidemment important. Et retrouver une filiation en parcourant le pays et aussi lors de la visite au mémorial, les souvenirs de leurs parents et les émotions qui allaient avec. Justement, comment avez-vous abordé le sujet du génocide perpétré contre les Tutsis dans votre film pour le jeune public? Alors, nous, ce qu'on voulait, c'est être honnête, ne pas cacher la réalité, mais on ne voulait pas choquer avec des images que les enfants n'auraient pas pu accepter ou supporter. On ne voulait pas être... L'horreur, elle est là, elle peut être décrite dans les mots et dans le témoignage. Nous, ce qu'il nous fallait, c'était de donner des bases historiques à la base. C'est pour ça qu'on a fait appel à un historien qui s'y connaît très bien, Bernard Wilquin. Et on avait d'une part l'histoire par Bernard, et on avait aussi le témoignage extrêmement important par Donatil, qui décrivait ce qu'elle avait vécu. Et il se trouve qu'elle avait l'âge de notre public à ce moment-là. Et donc, en fait, oui, pour expliquer cette histoire, ce qui est important aussi avec les enfants, c'est qu'ils puissent se reconnaître dans une personne. Si on était resté juste sur de l'histoire pure et dure avec un historien, je ne sais pas si ça aurait eu le même impact. Ce qui est aussi intéressant avec les enfants, c'est qu'ils puissent s'identifier à une figure. Et là, notre figure, c'est Donatil. Et donc, à travers son histoire, du coup, on a une histoire et puis on a l'histoire avec l'historien. Et les deux, en fait, du coup, ça marche bien, mais avoir une figure qui peut être suivie en fil rouge comme ça, je pense que c'est important pour les enfants, pour qu'ils puissent suivre un récit comme une histoire, comme une histoire, quoi. Finalement, vous avez construit quelque chose entre 4 images. Ah oui. Oui, c'est ça. En plus, nous, on est basé à Liège. Et à Liège, justement, il y a l'école Umucho qui se réunit une fois tous les 14 jours pour apprendre le Kinyarwanda et pour apprendre et pour toucher la culture de leurs parents et leur propre culture aussi. Donc ça nous semblait un chemin, mais d'une évidence. On avait d'un côté Donatil, les enfants, notre public, notre envie de raconter le voyage et raconter aussi l'histoire. Comment vous avez établi un lien si fort avec ces jeunes de la diaspora rwandaise qui vivent à Liège? Donc, on a établi le lien avec les ados de l'école Umucho grâce à Donatil qui, du coup, donne cours dans cette école, et donc avec Eric Twagerimana, qui est le directeur de cette école. Ils nous ont invités une fois à aller les rencontrer un dimanche matin. Donc, avec Yvan, on est allé les rencontrer. On leur a présenté le projet, on a eu une discussion avec eux. Le feeling est directement bien passé, ils avaient l'air super motivés. Et puis après, dans le voyage, ça c'est un peu la magie du voyage aussi. On est là ensemble, on partage.
Et puis, il y a des jeunes qu'on avait vus lors de notre rencontre à l'école, qu'on a découvert là-bas. Et puis, en fait, on sent directement les jeunes, s'ils ont envie de parler, pas parler, s'ils seront à l'aise ou pas. Et en fait, il y a eu des feelings qui se sont faits comme ça. Et on a cerné des jeunes qui avaient envie de partager, de discuter. Et voilà, il y a des choses parfois qui ne s'expliquent pas. C'est des jeunes générations qui est très gourmande en images de soi, etc. Donc, on les voyait naturellement se prêter au jeu de la caméra, jouer avec leur story, etc. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis dans le processus narratif du documentaire, afin qu'ils se retrouvent, qu'on soit dans leur code et pas dans un code d'un documentaire pour adultes. Donc les personnages nourrissent le documentaire comme nous pouvons nourrir le documentaire. Alors, comment vous avez abordé la visite au centre mémorial de Kigali avec ces adolescents? Quand on est arrivé au mémorial à Kigali, moi j'étais effondré, j'étais complètement submergé par l'émotion. Et donc il a fallu un petit moment pour qu'on s'en remette, et on sentait qu'il y avait une atmosphère très très lourde, même parmi les jeunes qui avaient l'habitude d'être très guillerés dans tous les sens. Et là, il y a une espèce de chape de plomb qui s'est installée, à juste titre. Quand toi, tu as fait les interviews, tu pourrais peut-être en parler. Et du coup, moi, quand après, donc on a fait les interviews des enfants, des jeunes devant le mémorial. En fait, ils n'étaient pas effondrés, quoi. Donc voilà, ils ne pleuraient pas, mais dans leur voix, il y avait un tremblement qui était vraiment... je vais dire terrible, et c'est vrai que moi, quand j'y repense, ça m'a totalement déstabilisée. Ça a vraiment été dur de faire ces interviews après le mémorial, parce qu'on sentait que ça les touchait. D'un autre côté, ils n'avaient pas envie de pleurer, soit par rapport aux autres, je ne sais pas, mais ils restaient forts en fait, c'est ça qui était dingue, mais dans leur voix, il y avait un sanglot, et c'était vraiment, on était vraiment touchés. En fait, ils étaient en empathie complète avec leurs parents, et je pense que c'était un moment un peu particulier dans le voyage. Évidemment, c'était une parenthèse, et c'est le moment où ils étaient le plus empathiques avec le vécu des parents, à se dire tiens, mais ils ont traversé ça, mes parents, et ils le disent à un moment donné, mon père, c'est un super-héros. Peut-être que dans certaines familles, ils n'en parlent pas régulièrement, ou peut-être que certains n'en avaient jamais parlé. Et là, du coup, être confronté au récit, aux images, vraiment à l'histoire pure et dure, dans cette atmosphère terrible, je pense que ça a révélé des choses chez certains, et on a vu une connexion, oui, avec les parents, qui était très dure et en même temps très belle, parce qu'on voyait vraiment que ça se connectait. Et pour nous qui étions là, un peu spectateurs de tout ça, c'était dur. Vous aviez 2 ans pendant le génocide contre les Tutsis. Ivan avait 20 ans. Peut-être lui, il se rappelle peut-être de ces événements. Mais moi, du coup, comme j'explique, effectivement, c'est que j'avais 2 ans en 94. Donc moi, Hutu, Tutsi, génocide, j'ai découvert ça plus tard en grandissant avec l'histoire. Et de me replonger, il y avait des images effectivement d'archives horribles que je n'avais jamais vues. Donc c'est vrai que moi, comparé à Ivan qui a baigné, lui, il était adulte, conscient, ça lui a remémoré, à mon avis, d'autres souvenirs comme moi. Ouais, des grandes injustices. À titre personnel, moi je suis issu de la culture juive, et donc j'ai de la famille qui est morte dans les camps, et automatiquement ça fait écho. On n'est pas sur la même histoire, mais on est sur les mêmes mécanismes qui vont mener à la haine et à l'extermination, un génocide. Voilà. Donc automatiquement, on n'est pas neutre. Et c'est vrai que du coup, moi aussi, ce qui m'a... Donc, c'est vrai que j'ai redécouvert cette histoire avec un regard adulte. Donc évidemment, on se prend un peu, on se dit ah ouais, on comprend plus de choses aussi. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup touchée,
c'est de revoir Donatil c'est de voir Donatil qui retrouvait du coup Tarsis. Et là, par contre, moi, je me suis vraiment effondrée parce que on se rend compte en fait de toute cette force, de ce personnage de cet homme qui a aidé Donatil. Et là aussi, pour moi, ça a été dur parce que c'était la réalité d'un événement qui s'est passé. Parce que le mémorial, c'est le mémorial, c'est lourd, c'est dur, etc. On a vu les enfants souffrir. Mais là, du coup, c'était une réalité qui a été réelle en vrai, quoi. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai été très fort touchée par ça aussi, quoi. Ouais. On grandit, ça nous... On est adulte, mais chaque expérience nous fait grandir. Et celle-là, oui, voilà. Et c'est vrai que voir le Rwanda 30 ans plus tard, qui ne ressemble, qui est un pays d'une modernité, on était. En fait, il a fallu presque il y a certains moments, évidemment, quand on arrivait à Cap Gaï, et des moments vraiment très, très, très émouvants comme ça, chargés d'histoire, pour se rendre compte qu'on était dans le même pays, parce que 30 ans plus tard, on n'a plus l'impression d'être dans ce pays qu'on voyait dans les images de nos JT en 1994. Yvan et Hélène, pourquoi est-il important de sensibiliser les jeunes au génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda? C'est important de sensibiliser les jeunes à ce qu'il s'est passé en 1994 parce qu'on pourrait croire d'ici de l'Europe que c'est une histoire lointaine en histoire et aussi en géographie. Mais cette histoire, elle est beaucoup plus proche que ce qu'on peut imaginer simplement. Ce qu'on voulait absolument mettre dans ce documentaire, c'est quels sont les mécanismes qui amènent à la haine. Et ces mécanismes ne mènent pas systématiquement, heureusement, à des massacres et un génocide. Mais il y a des mécanismes d'exclusion qui sont là, partout autour de nous, partout autour des enfants. Et on voulait arriver à ce que les enfants puissent comprendre ces mécanismes et se dire, tiens, je peux être, moi, acteur pour dire non à ce refus de l'autre. Et ça, c'était vraiment crucial dans notre démarche. Oui, parce qu'en fait, les enfants ne se rendent pas toujours compte que ça peut partir de rien, en fait. Se moquer dans la cour de récré, exclure sur les réseaux sociaux. En fait, faire masse, qu'on soit 3, 4 face à une personne, en fait, ça commence comme ça. Et puis après, on a grandi la masse, on a grandi la masse, on a grandi la masse. Et puis finalement, heureusement, comme Yvan le dit, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais en fait, ça s'est passé comme ça, petit à petit. La radio a commencé à dire des choses négatives sur une certaine partie de la population, et puis après, tout le monde y a cru, il y a eu cet effet de masse, et donc, et voilà, en fait, ça part de rien. Donc, c'est ça aussi qu'on a voulu dire, que c'est loin en temps, c'est loin en géographie, mais finalement, c'est pas si loin que ça, quoi. Et c'est d'autant moins loin qu'on voit maintenant, avec l'apparition des réseaux sociaux et l'apparition des bulles, de catégories de gens qui ne parlent plus entre bulles, on voit maintenant que le monde est en danger. Les extrêmes qui montent au les pouvoir. extrêmes montent, on sent que les populations ne se parlent plus, que même au sein des mêmes populations, il y a des bulles qui se forment, et c'est important de casser toutes ces bulles et de les rendre perméables l'une à l'autre. Sinon, on va au désastre. Et comme on dit dans la conclusion du documentaire, c'est au lieu de se séparer pour nos différences, il vaut mieux se rassembler et voilà. Et de voir ce qu'on a en commun. voir ce qu'on a en commun, quoi. Notre humanité commune, et c'est un peu comme ça que le Rwanda s'en est sorti, en éliminant les différences qui avaient été apportées par le passé. Si vous pouvez donner un message à la direction de Ishuri Umucho, parce que tout vient de là. À l'école Umucho, moi ce que j'ai envie de dire tout d'abord, c'est merci. Merci de nous avoir fait confiance, merci de nous avoir emmenés avec eux dans leur bagage. Merci pour ces beaux témoignages, cet enthousiasme et toute cette histoire qu'on a partagée ensemble et qu'ils nous ont partagée.
et qu'ils continuent surtout d'être bien fiers d'où ils viennent et de continuer à pousser et de grandir telles des belles racines. Et oui, moi je pense que c'est vraiment crucial comme travail qu'ils font à la SBL parce que ce sont des jeunes qui ont leurs racines ici en Belgique, qui ont aussi une partie de racines au Rwanda. Ces propres racines rwandaises peuvent être en partie déracinées, mais là ça les remet dans le terreau en apprenant la langue, en apprenant les danses, en apprenant toute la culture. Et moi, je me rappelle que la première fois où on était allé, justement, Eric nous disait, ben oui, il y a certains enfants qui se sentent beaucoup mieux depuis qu'ils sont là. Ils sont en communauté. C'est pas, on est entre Rwandais, machin, on exclut les Belges. Non, ça fait partie de notre identité. On a une identité multiple. Et bien celle-là, elle est fertilisée par l'école Mucho.